Bonjour et bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Sultan, le Head of Talent Acquisition, le directeur du recrutement de Mastéos. Mastéos, c'est une nouvelle entreprise qui révolutionne l'investissement locatif pour les particuliers. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon, j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès. Aujourd'hui, Pierre nous explique comment Mastéos est passé de 0 à 360 salariés en 3 ans. Et du coup, il va nous livrer ses conseils pour recruter et également nous expliquer quelle est leur vision pour intégrer la diversité en entreprise. C'est parti! Bonjour Pierre, merci d'être avec nous sur Extramuros. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre Sultan, le Head of Talent Acquisition. Tenez-vous bien. En fait, je suis directeur du recrutement. Mais comme tu fais ça en Europe, il fallait un titre anglais. Head of Talent Acquisition de Mastéos. Pas encore connu du grand public et pourtant, vous allez réaliser quelle est la croissance et le potentiel de cette entreprise. Bonjour Pierre, que fait Mastéos? Quand est-ce qu'il faut vous appeler? Ouais. Bonjour Guillaume. Déjà, merci de m'inviter. Je suis hyper content d'être là et de pouvoir parler de Mastéos justement pour le faire découvrir au plus grand nombre. Mastéos, on est donc une start-up. On existe depuis 2019. On est spécialisé dans l'investissement locatif. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est assez simple. On accompagne des investisseurs sur des projets d'achat pour de la mise en location, sur toutes les étapes que ça implique. Donc ça commence par la recherche de biens. Donc on a des chasseurs au niveau local et je crois qu'on est là pour parler aussi de l'implantation au niveau régional et au niveau local. Donc c'est parfait. On s'occupe ensuite d'accompagner les clients sur leur stratégie d'investissement. On a des conseillers en investissement qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et ensuite, sur toute la chaîne, une fois que le bien est acheté, donc c'est le client qui achète le bien, sur la partie travaux, sur la conception, la réalisation, l'ameublement et enfin la gestion. Donc aller récupérer les loyers, le SAV, trouver les bons locataires et aussi accompagner les locataires pour qu'ils soient bien pendant toute leur vie dans les biens Mastéos. Bon alors, ça m'intéresse parce que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Je fais l'immobilier, mais je n'ai pas d'actifs à titre perso pour avoir du rendement. Donc, juste pour bien comprendre, si je suis à Marseille et que je veux à tout prix investir à Biarritz, je t'appelle et vous allez chercher pour moi ou alors on va déjà piocher dans ce que vous avez sur place? Alors, à Biarritz, on ne pourra pas encore t'aider. Ça pourra venir. On est ouvert dans une dizaine de villes en France. Mais si tu es à Marseille et que tu veux investir à Brest, là, on peut t'aider. Et Marseille-Brest, c'est presque comme si tu changeais de pays. C'est vraiment à l'autre bout de la France. Ouais. Il paraît qu'on parle la même langue, mais je sais pas. Il n'y a pas le même accent. Mais ouais. C'est ça. Mais c'est la même langue. Et on va, dans un premier temps, tu aurais un rendez-vous avec un conseiller qui va comprendre ton besoin. Il va comprendre comment tu vas investir, quelle stratégie tu veux mettre en place. Il va aussi t'accompagner pour que tu fasses la meilleure stratégie possible selon ton profil. D'accord. Et ensuite, il va te rediriger. En fait, tu vas automatiquement recevoir des biens sur l'application Mastéos et on peut aussi présenter des biens en direct. Donc déjà, il va définir si j'aime bien le risque ou au contraire pas du tout et voir quelle typologie d'actifs, d'immeubles, d'appart pour répondre. Ouais, c'est ça. Et ça peut être, par exemple, comme c'est ton premier investissement, il y a peut-être des choses que tu vas rechercher dans ton premier investissement. Et l'idée, c'est pas de te présenter des trucs qui sont à l'opposé de ça. Si tu me dis que tu veux investir dans un bien patrimonial, ça sert à rien de te présenter des colocs à Roubaix. L'idée, c'est vraiment de rester dans quelque chose de cohérent. Et après, à côté de ça, une fois que tu as défini avec le conseiller ce que tu voulais, on va te présenter des biens. Donc, ça veut dire que sur l'application, tu peux voir une fiche de biens. Et ça, les fiches de biens sont faites par nos chasseurs au niveau local qui sont experts de leur ville, qui sont implantés localement dans toutes les villes où il y a Mastéos. Donc, c'est vraiment, on balaye une grosse partie de la France et qui vont faire un scan en 3D du bien. Donc avec des Matterports, donc c'est une espèce de grosse machine qui tourne et qui fait la visite virtuelle 3D.
La fiche de bien, c'est aussi le quartier, le style d'investissement qu'il vaut mieux faire dans cette zone-là. Si c'est par exemple à côté d'une université, d'école, si c'est une zone plutôt familiale. En fait, comment y aller en transport, vraiment la carte d'identité du bien. D'accord. À partir de ça, tu pourras commencer à prendre une première décision, t'engager sur le bien ou vouloir en voir un peu plus, le visiter. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Mais du coup, dans cette première phase de définition des besoins, on va parler directement aux spécialistes de Brest ou plus généralement à quelqu'un à Paris ou ailleurs qui va essayer de comprendre la recherche et dire bah tiens, Brest, en fait, ce serait pas idiot. Bah, aujourd'hui, si tu veux acheter du Brest, il va falloir passer par Paris. C'est un conseiller en investissement. Le fameux Paris-Brest. Voilà. Le fameux meilleur dessert. Ça, c'est parce que je suis breton, donc je suis un peu biaisé. Et tu vis là-bas, hein, c'est ça. Et je vis le scoop. Ouais, à Dinan. Donc non, mais par contre, tu as un expert sur place qui t'accompagne, c'est-à-dire qu'il y a une mise en relation avec l'expert qui est sur place. Un expert qui fait complètement partie de Mastéos, c'est-à-dire que c'est un employé Mastéos qui est à Brest et qui va te parler du bien, qu'il a lui l'a visité, qui pourra te répondre à tes questions et qui va t'accompagner sur cet achat-là. Très bien. Relais local. Parfait. Bon, du coup, ça me plaît. Tu me fais la 3D. Je te dis go. Donc, comment on fait là? C'est vous qui faites tout l'audit d'acquisition. Vous me trouvez un banquier. On fait quoi? Alors, on accompagne évidemment. Ouais. Après, on peut pas faire de service bancaire. Donc, on a un partenaire. On travaille avec Préto notamment. On a d'autres partenaires, mais en fait, on travaille principalement avec Préto. Et en fait, on va t'aider sur le dossier bancaire. Donc, on va te préparer à rencontrer les banquiers. Là, tu vas voir le banquier toi-même. Tu vas récupérer un prêt pour acheter le bien. On t'accompagne sur la partie notariale. On va travailler en exclusivité avec des notaires qui travaillent à 100% avec nous. Ils viennent au bureau, ils font partie des équipes quasiment. Et c'est nos partenaires. Pour faciliter la partie achat. Je sais pas si donc t'as pas encore investi, mais t'as peut-être investi dans une résidence principale ou t'es déjà passé par un notaire. Mais oui, tout à fait. Oui. Et puis, en l'occurrence, mon activité principale est de l'investissement immobilier à côté de Tivoli. Ouais, c'est ça. Où on a à peu près 75 000 mètres carrés en France. Ouais, c'est ça. Tu connais. Je visualise. J'ai bien fait exprès. Je savais bien que tu connais cette problématique. Ça peut être assez long. Il faut avoir confiance en son notaire. C'est plus simple si c'est quelqu'un qui va travailler à 100% pour ces projets-là. Tu as un suivi au plus près. Le conseiller peut demander où en est le projet. T'as une réponse qui est immédiate. Moi, je viens d'acheter ma résidence principale. Le rapport notaire, il peut être très compliqué. Ça peut être très long, ça peut durer des mois. C'est assez flou et t'as pas le choix. Il faut passer par le notaire. Et donc là, il y a un accompagnement qui est fait et qui facilite cette partie-là. Bah, super. Et quand tu envisages des travaux, justement, pour peut-être les financer aussi, comment on fait? Vous nous aidez à dire ouais, ben là, il y a peut-être quand même 50 000 balles à mettre. Ouais, on fait toujours un devis travaux. Il y a souvent besoin au moins d'un rafraîchissement des biens pour plusieurs raisons, parce que ça se loue toujours mieux de toute façon un appartement qui est rénové plutôt qu'un appartement qui a l'air un peu ancien, un peu défraîchi, mais évidemment on apporte du conseil. On a des gens en interne qui sont très forts pour ça. On a des architectes, des ingénieurs qui sont en interne et qui s'occupent justement de la conception des biens, des chargés de conception, qui vont aussi revoir la stratégie d'investissement. C'est-à-dire qu'on peut aussi transformer un 2 pièces en 3 pièces si déjà le bien s'y prête et que ça permet quand même d'avoir des espaces qui sont agréables à vivre. On a une charte pour que les espaces soient louables de la meilleure manière. Donc on va pas faire des tout petits salons ou pas de salons, des choses comme ça. On respecte quand même les règles et on en fait un peu plus pour que ça soit agréable. Là, on va y venir, oui. Ouais. Donc ils sont là aussi pour accompagner sur cette partie-là et chiffrer les travaux en amont pour avoir un prêt qui soit cohérent au vu du projet. Parce qu'une erreur qui peut être faite quand on est seul, c'est qu'on peut sous-estimer ou surestimer les travaux. Il vaut mieux surestimer. Mais souvent, on peut sous-estimer les travaux et se retrouver à un moment où on est obligé de retourner voir le banquier. C'est pas les mêmes taux. Là, les taux augmentent. Donc, si c'était il y a 6 mois, c'était cool. Maintenant, ça l'est vachement moins. Il vaut mieux prévoir ces choses-là en amont.
Très bien. Donc on a le banquier, on a le budget de travaux, on a le notaire, on achète. Donc là, les travaux, toujours un moment très agréable, Ouais. où tout se passe toujours comme prévu, au budget et dans les délais. Ça ne dépasse jamais. Mais ça, c'est vous qui gérez du coup. Ça, c'est nous qui gérons. On a une belle évolution sur cette partie-là parce qu'on dépasse plus du tout les budgets, enfin les délais de travaux. C'est vraiment quelque chose, c'est un travail de fond qui a été fait par les équipes travaux pour mieux préparer et trouver une manière d'anticiper tous ces travaux-là. Même en ce moment, c'est galère en ce moment, depuis la crise ukrainienne, le Covid. On a des bons partenaires côté travaux bravo. pour pouvoir tenir le coup face à toutes ces problématiques-là. Mais c'est vrai que les travaux, moi j'ai été conducteur de travaux. J'ai arrêté parce que c'est un ensemble de problèmes. Et c'est vrai qu'être accompagné sur cette partie-là, c'est vraiment un confort qu'on n'imagine pas quand on se lance dans un projet de rénovation, quoi. Ouais, c'est toujours terrible. Il y a toujours des trucs que, bon, même en voulant les imaginer, on n'arrive pas à les imaginer en général. Ah non, des fois tu vas ouvrir un mur et tu vas te rendre compte qu'il y a des fuites. Tu vas trouver des mauvaises surprises à chaque fois que tu vas déplacer quelque chose dans la maison. C'est assez terrible. Ouais. T'as peut-être des anecdotes marrantes que tu as vécues toi-même ou que vous, Mastéos. Ouais. Alors, sur les découvertes de problématiques pendant les travaux et toujours des trucs marrants. Ouais, alors en général, sur le moment, on trouve pas ça hyper drôle. C'était pas pour nous, donc c'est pas grave. Hein. mais là, je le vis sur la maison que je rénove moi-même. On a enlevé les plafonds. Bah, tu vois les fuites de toiture, tu vois les nids. Moi, j'ai fait tomber un plafond chez moi dans la chambre. Il y avait 3 nids de frelons. Asiatiques. Sympa. Ouais. On s'attend jamais à ce genre de choses quand on se dit c'est cool, je l'habite dans la maison, je les entendais pas et d'un coup, et c'est assez impressionnant de tomber là-dessus, mais ouais, on peut jamais prévoir. C'est la surprise à chaque fois que tu déplaces quelque chose. Tu t'es pas fait attaquer. Donc. J'ai eu de la chance, je tombais sur la saison où ils étaient pas là. Ah ouais, pas mal. Mais j'ai bien peur. Très bien. Bon, travaux finis, il faut meubler. Du coup. Il faut meubler. Là, c'est vous aussi. C'est nous aussi. Bon. On accompagne sur l'ameublement. On a plusieurs gammes d'ameublement. On essaye. On a des experts qui sont là de la partie décoration ameublement, qui vont suivre les tendances pour que les biens se louent le plus facilement possible avec des matériaux qui soient agréables à vivre. C'est-à-dire, on a quand même une charte sur la qualité des matelas, du canapé, d'avoir d'électroménager de qualité aussi pour éviter toutes les problématiques qui peuvent survenir. Parce que derrière on a la gestion, on en parlera après, mais il vaut mieux avoir du matériel de qualité pour pas avoir trop de SAV derrière. Ouais. Donc on a toute la chaîne de valeur, on a tout intérêt à faire un travail qui soit de qualité du début à la fin. Donc alors on viendra sur le volet RSE et responsabilité, mais d'ores et déjà sur ce sujet-là, est-ce que vous achetez que du neuf? Est-ce que c'est à la carte en fonction de la volonté du propriétaire? À quel point est-ce qu'on arrive à recycler et réutiliser? Aujourd'hui, on est plus en phase de réflexion sur cette partie-là parce que en fait, l'ameublement en soi, c'est déjà un défi de pouvoir mettre des meubles dans tous nos biens parce qu'il y en a quand même pas mal qui rentrent tous les mois. En revanche, on va essayer un maximum de laisser la main aux décorateurs qui sont au niveau local pour pouvoir avoir un budget et après soit aller chercher des objets qui vont chiner, soit aller chercher du neuf. Mais dans l'idée de faire au mieux sur cette partie-là. Mais le défi sur cette partie scale qu'on a aujourd'hui sur l'ameublement, c'est assez compliqué. Donc on va mettre nos efforts RSE sur d'autres sujets. Je sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite ou tout à l'heure. On y reviendra après, parce que du coup, une fois que c'est bien meublé, là il faut trouver le locataire. Absolument. Ça c'est vous aussi, pour comme ça le rendement est assuré. Exactement, on a créé une marque pour les locataires qui s'appelle Amastas. Alors Mastéos, c'est le dieu grec de l'investissement locatif. On a créé un mythe autour de tout ça. Et en fait, on a sa petite sœur Amastas qui est là pour veiller au grain et être sûr que les locataires sont bien dans les appartements. Notre double mission, elle est là, c'est de s'occuper à la fois des investisseurs mais aussi des locataires.
L'idée derrière Amasta, c'est de trouver les locataires, mais c'est aussi de les accompagner sur leur vie dans l'appartement. Donc d'être sûr que tout se passe bien, que ça soit sur l'abonnement internet. Il y a pas mal de pistes pour que ça se passe bien. Comment être un bon coloc, comment justement être avoir une logique RSE ou écologique dans son appartement. Donc on a une petite plaquette qu'on met dans chaque appartement sur le fait d'éteindre les lumières, de pas laisser couler l'eau, des petits tips pour justement avoir cette démarche-là aussi auprès de nos locataires. Et si vous trouvez pas un locataire tout de suite, il y a une garantie locative ou c'est à la perte du propriétaire? Non, il y a une garantie locative. D'accord. On accompagne quand même nos clients sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, c'est pareil. On a toujours de la place pour de l'amélioration et je pense que la partie locataire, c'est celle où on a encore beaucoup de place pour continuer à nous améliorer tous les jours. Bon, puis on rappelle que vous n'avez que 3 ans, donc ouais, ça fait 3 ans et ça fait vraiment 2 ans que la croissance elle a commencé. Ouais, très bien. Donc les locataires sont là et ce n'est pas vous qui percevez le cash, hein. C'est le propriétaire qui détient en direct son appart par exemple, son studio, son immeuble. Alors, ça passe pas par vous. Vous êtes juste un prestataire de service. Vous accompagnez, c'est ça? Alors justement sur cette partie-là, j'avoue que je suis pas sûr parce qu'on a pas mal évolué je pourrais pas répondre précisément à cette question-là très honnêtement parce qu'en fait là, comme je disais, on est vraiment sur une phase où on est en train de moduler, de préparer complètement et de s'améliorer et donc ça amène des changements assez réguliers. Très bien. Je préfère pas dire de bêtises. Toi, c'est plus le recrutement et du coup, en général, en ligne et en phase avec une vision. Vous avez déjà défini votre raison d'être, vos valeurs principales? Ouais, bien sûr. On a fait les deux. Ça fait l'objet d'un workshop qui a duré presque 2 jours. On a réuni tous les directeurs. On a beaucoup discuté. On a été accompagnés par un intervenant qui était excellent d'ailleurs, qui nous a permis de comprendre quelles étaient nos valeurs et ensuite de les faire valider par l'ensemble des équipes via un questionnaire pour voir quelles valeurs est-ce qu'ils ressentaient le plus ou pas. Mais notre valeur, ça, vous l'avez fait au bout de quelques mois, On l'a fait au bout de, ça faisait bien un an et demi, un an et demi que vous visiez ensemble déjà, qu'il y avait le socle. Ok. Exactement. Ouais, il fallait déjà qu'il y ait du vécu pour pouvoir définir tout ça. Et on s'est rendu compte, et c'est pour ça que Amastas existe, c'est qu'on a 2 missions. On en a une, c'est de rendre nos investisseurs fiers de leur investissement, qui puissent dire, moi, j'ai un appartement à Marseille, à un dîner, et de montrer des photos et dire voilà, ça c'est mon appart, je suis vraiment content, je suis passé par Mastéos, ils m'ont aidé. Et la deuxième, c'est que les locataires soient heureux dans les appartements. En fait, on s'est rendu compte que nos clients c'est des investisseurs, mais que nos utilisateurs c'était des locataires. Et donc il faut choisir les deux parce que un investisseur il est aussi fier quand les locataires sont bien dans leur appartement. On n'a jamais envie de dire j'ai un appart, ils ont une fuite d'eau depuis 6 mois, je m'en fiche complètement quoi. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas, on veut générer de la satisfaction des 2 côtés quoi. Bon, vous rendez les gens heureux, alors. Bravo. C'est le but. Super. En 3 ans, vous êtes passé à combien de salariés du coup? Au début, ils étaient 2, puis 3, puis 4, et ça c'est les cofondateurs. Et maintenant, aujourd'hui, on est 360. On était une 40aine l'année dernière. Donc, incroyable. Donc tu as un peu de boulot puisque tu t'occupes du recrutement. On a instauré un sacré rythme au recrutement. Mais je suis aidé, je suis pas tout seul, j'ai une sacrée équipe aussi. Rassure-nous. Oh, très bien. Et ils sont où ces recrutements? Ils sont partout en France et en Europe aujourd'hui, en Belgique et en Espagne, bientôt au UK. Ils sont. Alors au début, ça a quand même beaucoup commencé à Paris parce que l'équipe était à Paris. Petit à petit, on s'est rendu compte que les biens qu'on vendait, ils n'étaient pas à Paris et que ça avait de l'intérêt d'avoir des vrais spécialistes de zone pour vendre les meilleurs biens. Et donc c'est comme ça que ça a commencé l'aventure en région. Ça a commencé dans le nord de la France. Et au début, c'est Thierry, Max et Jérôme qui vendaient à leurs amis des biens à Roubaix, des immeubles de rapport, des appartements à Roubaix-Lille. Et petit à petit, ça a pris et ils se sont étendus. Ils sont allés à Marseille, qui est la deuxième ville qu'on a ouvert. J'étais là d'ailleurs le jour où on a ouvert Marseille. C'était
C'est un beau moment. Sur la partie travaux, j'y étais. Et ensuite, ça s'est pas arrêté. Ensuite, ça a accéléré. Il y a eu Bordeaux, Nantes, il y a Lyon, il y a Brest, Rennes, Toulouse. On est vraiment dans une quinzaine de villes et on en ouvre encore 10 villes cette année. Et à chaque fois, quels sont les métiers que vous recrutez, que vous internalisez pour faire tout ce qu'on a décrit en préambule? Ouais. En fait, on va commencer par des city managers ou city openers au début. C'est des vrais experts de la ville, de la zone dans laquelle ils sont. Donc, si c'est Marseille et les alentours, qui vont lancer la dynamique de la ville. Donc, c'est nos premiers chasseurs d'appartements. C'est eux qui vont dénicher les premiers biens, qui vont démontrer aussi que c'est une ville sur laquelle il y a du business à faire concrètement, qui vont tisser des liens aussi avec les agents immobiliers du coin, parce que c'est ce qu'on a envie. On va être partenaire des agences immobilières du coin et pouvoir vendre avec eux les biens. Donc ça, c'est le premier métier. Ensuite, il y a les travaux qui arrivent. Là, il y a un chargé de conception qui accompagne ce chasseur sur les visites de biens pour pouvoir budgétiser les travaux sur chaque bien. Donc ça, c'est les CDI. Ensuite, on va grossir les équipes avec des chasseurs d'appartements. Et ensuite, la partie travaux arrive dans un deuxième temps avec un conducteur de travaux qui lui va manager les équipes chantier, qui va vérifier que c'est un peu celui qui fait accoucher les projets, qui va être sûr que les délais sont suivis, que les fournisseurs sont à l'heure, que les ouvriers font du travail de qualité. Et ensuite, dans un dernier temps, la gestion. Donc en fait, c'est par phase. À partir d'un certain nombre de projets, il y a les travaux qui arrivent, puis un certain nombre de projets en interne, il y a un gestionnaire qui arrive. Très clair. Ouais. Du coup, nous, dans Extramuros, on a eu pas mal d'entreprises qui ont quitté Paris en tout parti pour une vision de qualité de vie, de recrutement. Mais vous, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que vos produits sont tellement locaux qu'il faut connaître hyper finement les micro-marchés. Complètement. On s'imagine pas passer que par des bases de données pour vendre dans une ville. On a besoin de gens qui connaissent extrêmement bien cette zone-là. En fait, une ville d'une rue à l'autre, ça change. L'ambiance change, la dynamique change. Moi, j'ai habité Saint-Ouen. Saint-Ouen, c'est en Île-de-France. Il y a deux facettes à cette ville. Il y a un côté un peu plus craignos, un peu plus populaire, je dirais même. Enfin, c'est pas si craignos que ça. J'ai vécu, mais jamais rien arrivé. Et il y a un côté un peu plus bourgeois avec les brocantes, l'ameublement très très cher de collection. Et en fait, c'est dans la même ville et il y a une rue qui sépare les deux. Et il y a un truc au milieu, c'est une église et ça c'est tout. Mais c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui sait sentir la ville, qui connaît les changements, qui est aussi au courant de ce qui va se passer dans la ville. Ouais. Parce que il y a des changements dans une ville dont on peut pas se rendre compte si on n'est pas sur place. Il y a un nouveau quartier d'affaires qui risque d'ouvrir, il y a des changements, un nouveau métro, des choses vraiment qui tiennent au terrain. Et pour ça, on a besoin de gens. Et après, pour les travaux, pas le choix, il faut être là pour pouvoir suivre les chantiers au plus près, quoi. Bien sûr. Vous êtes passé de 40 à 360 en 12 mois. Un peu plus de 12 mois, ouais. Bravo déjà. Merci. J'imagine que vous avez mis un peu de méthode là-dedans. Vous faites comment? Ah, complètement. En fait, on a construit une équipe recrutement qui est complètement liée à la stratégie d'expansion de Mastéos. Donc en fait, les recruteurs, aujourd'hui, il y en a 12 chez Mastéos qui vont être auprès d'un directeur d'une business unit ou d'une région. D'accord. Qui vont connaître les problématiques de chaque région, qui vont connaître les besoins de recrutement et qui vont pouvoir très rapidement identifier les profils qui sont nécessaires pour chaque besoin. D'accord. Donc tu as quelqu'un en centrale, qui soit à Paris ou ailleurs, mais qui est au service du terrain. C'est ça, exactement. Okay. Alors, moi l'équipe recrutement, on est un très bel exemple de notre implantation régionale. Moi, je te disais, j'ai rejoint Mastéos, j'habitais Rennes, mais j'ai déménagé un peu plus à la campagne. C'était déjà trop bruyant. Je suis un Parisien. de Saint-Ouen. De Saint-Ouen populaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai une personne de mon équipe qui est à l'île de Ré. Il y en a une à Marseille. Il y en a d'autres à Lyon. Il y en a à Paris.
Il y en a un peu partout, mais elles sont capables d'accompagner les directeurs un peu partout en France sur les besoins. Donc le terrain émet son besoin, le formule, ça. Et vous déclenchez. Ouais, c'est ça. Et en fait, on se rend compte que les recruteurs ont une compréhension business qui est meilleure aussi, parce qu'elles sont auprès de ce qui se passe. En fait, si elles étaient, j'ai dit elles parce que j'ai une équipe qui est quasiment exclusivement féminine et on est 2 garçons sur 12. Donc je parle de nous au féminin. Il va falloir faire des efforts pour la parité, messieurs. On contribue à la parité de Mastéos. Mais voilà, au global, oui. Ouais, au global. Mais elles ont une compréhension aussi des pôles qui est plus fine, et ça permet, quand on se réunit tous en réunion, de pouvoir parler des problématiques business que peut vivre chaque pôle. Parce qu'en fait, le recrutement est extrêmement lié au business, surtout sur une entreprise en croissance. On doit déceler les besoins, on doit être sûr qu'il n'y ait pas de doublons, que chaque poste est nécessaire. On recrute beaucoup de monde, mais on recrute que des gens qui ont aussi un vrai poste en interne. C'est pas juste un chiffre. Ils participent à cette croissance-là. Ils sont honneurs de leur sujet. Donc non, c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir être accompagné par une telle équipe, et elles sont vraiment très très fortes. Et comment ça se répartit le travail ensuite entre je sais pas le premier screening des CV, les premiers entretiens, c'est en visio, c'est en présentiel, comment vous faites? Ouais, les recruteurs font beaucoup de visio. De fait, on peut pas se déplacer pour chaque entretien dans toutes les villes. On va attendre de Dinan, c'est normal. Ouais, je suis un peu excentré. Mais je ferai pas Dinan Marseille tous les jours pour c'est pas écologique. Et c'est pas écologique. Après, on prend que le train. On évite au max de prendre l'avion. C'est pas bien vu en interne de prendre l'avion. Mais non, donc il y a la première étape où le recruteur, lui, il va récupérer le besoin auprès d'un manager, soit au niveau local ou même parfois dans la même ville, vu qu'elles sont éclatées sur le territoire, il est possible qu'elles soient juste à côté. Elles vont faire des entretiens en visio. Elles vont ensuite présenter les profils qui vont être rencontrés là pour le coup en physique. Ça, c'est quand même, on a quand même le luxe de pouvoir recruter un peu partout en région, mais quand même de pouvoir recevoir les gens dans des bureaux. En local, du coup. Ouais, c'est une flexibilité qui est vraiment hyper agréable, parce que même si c'est pour un poste en remote, tu peux venir au bureau, travailler avec des collègues et avoir une vie d'entreprise qui est un peu plus fournie que si tu venais une fois par mois. Tu peux, voilà, c'est un peu ça le but. Et donc après, il y a des process d'entretien plutôt classiques aujourd'hui, avec des étapes différentes. Tu rencontres un manager et ensuite tu rencontres ton N+2. Avec à chaque fois des entretiens qui ont un but. Quand tu rencontres ton manager, c'est pour parler métier, rentrer un peu dans le détail de ce que tu vas faire au quotidien, des équipes. Le recruteur, lui, il va vérifier que tu corresponds aux besoins. On va faire une scorecard avant. Sur cette scorecard, tu vas mettre les critères les plus importants avant de rencontrer les gens. L'idée, c'est d'éviter tous les biais cognitifs. Tu vas partir sur une base saine. Qu'est-ce que tu recherches chez quelqu'un? Je recherche quelqu'un, on va aller dans le plus cliché, je cherche quelqu'un d'organisé, de polyvalent et de très sympa. C'est les 3 critères que tu as définis. Autour de ces 3 critères-là, tu vas poser entre 5 et 8 questions autour de ces problématiques-là dont tu as besoin pour ton équipe. Et tu la formules comment, la question? Parce que ça m'intéresse, ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu dis, est-ce que vous êtes organisé? Bon, il va te dire, bah oui, monsieur. Comment tu fais pour poser la question, pour vérifier qu'il est vraiment organisé? Non, en fait, tout passe par une question qui est situationnelle. C'est parle-moi de la dernière fois où t'as dû organiser un événement. Comment t'as fait? Et là, c'était génial, il y avait des couleurs partout. Je sais que c'est pas. Je sais que l'école du recrutement, c'est une formation en recrutement. Ils aiment bien poser une question. C'est là, si tu devais faire un exposé ou un événement sur les dinosaures, la paléontologie, comment tu t'y prendrais? Et en fait, là, tu peux voir si la personne elle est organisée ou si elle est plus sur une partie créative, ou enfin voilà, souvent, il n'y a pas de mauvaise réponse à ces questions-là, parce que ça veut dire que c'est juste quelqu'un qui n'est pas fait pour ce que tu recherches. C'est fait pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problématique là-dessus. Mais ça, il faut mettre les gens dans le contexte, ou leur dire aujourd'hui, chez Mastéos, on a cette problématique-là. Comment est-ce que toi, tu ferais pour régler ce problème-là? Une question très ouverte qui aborde le thème que toi tu veux aborder sans être trop direct.
C'est clair, si tu me demandes si je suis sympa, je te répondrais oui, je suis très sympa. Une fois, Voilà. en entretien, on m'a demandé si je croisais tes potes dans un bar, est-ce qu'ils diraient que t'es sympa ou pas? Et je trouve que c'est une des pires questions que j'ai eues en entretien. Je suis désolé, Mathieu, si t'écoutes ça. J'ai bossé avec ce mec après pendant 2 ans. Mais c'est vrai que si tu demandes à mes meilleurs potes, ils vont tous dire que je suis génial. Surtout au bar. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Donc, faut quand même donner du contexte et avoir quelque chose d'un peu concret pour amener les candidats sur quelque chose de concret aussi, quoi. Ça les aide aussi à se projeter sur ce qui est attendu de l'entreprise, c'est donnant. Avec vous en amont, du coup, ce job desk ou en tout cas quelque chose de très clair, des points très clairement définis sur le besoin pour l'interne avant d'aller complètement. Le mieux, chercher. c'est de donner les objectifs qui sont attendus aussi. C'est-à-dire, tu fais du marketing, l'idée c'est de passer à tant de leads. Il faut rentrer dans quelque chose d'un peu plus concret pour que la personne puisse se projeter et savoir si elles sont capables de pouvoir faire ce travail ou pas du tout. Ce qui est Tout à fait. Encore une fois, c'est pas grave. Hein. Non, bien sûr. Vous utilisez des matrices en particulier, les couleurs rouge, bleu, jaune, vert, ce genre de choses ou pas du tout? Ouais, j'avoue, j'y crois pas du tout à ça. J'ai du mal avec les tests de personnalité parce que ça voudrait impliquer qu'il y a une personnalité qui vaut mieux qu'une autre. Les gens, c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que ça a un intérêt après pour du management, pour comprendre le fonctionnement d'une personne et savoir si c'est adapté. Mais j'avoue qu'en entretien, c'est pas forcément quelque chose que moi je recommande en interne. Je recommande pas tout court. On pense souvent, par exemple, que les recruteurs sont des gens hyper extravertis. C'est souvent la preuve qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, extraverti. Mais j'ai des gens très introvertis dans mon équipe. J'ai un peu de tout. Et si je cherchais que des extravertis, je me serais trompé. Certains de mes meilleurs recruteurs sont hyper introvertis. Très bien. Écoute, nous pour le coup, on l'utilise. Désolé. Non, mais pour la raison que tu évoques toi, c'est de comprendre comment les gens doivent interagir et comprendre que quelqu'un est plutôt orienté chiffres, data, quand d'autres sont plus dans l'émotion d'emblée, en première approche d'un sujet. D'autres vont être plus sensibles à la vision, d'autres au process, à la méthode. Et comme tu dis, il n'y a pas de bon ou mauvais profil. Tu peux avoir quelqu'un de très cerveau droit, très visionnaire, très rouge, social, émotion, mais qui va être un bon contrôleur de gestion. Il n'y a pas, parce qu'il va utiliser d'autres ressources que tu n'aurais pas attendu exactement initialement sur ce type de job, mais il arrive quand même in fine au même résultat. Donc c'est une aide, et en tout cas ça aide à, une fois que les gens sont là, à se dire ah mais c'est pour ça que tu as réagi comme ça, c'est que je t'ai pas donné les bonnes infos dès le début, et un coup j'essaierai d'être un peu plus factuel quand je te parle. Et toi, t'es quelle couleur alors? Alors moi j'en ai 3. Ok. 3 sur 5, 3 sur 4, et moi j'ai besoin de chiffres, j'ai besoin de vision, j'ai besoin de process. Je vais un peu moins chercher le côté émotionnel, mais suffisamment, je l'espère. En tout cas, faudra demander à mes équipes ou à mes potes dans un bar si j'utilise assez. Je crois que je suis l'inverse de toi, moi. Je suis complètement jaune sur l'émotion et sur les interactions humaines, quoi. Voilà. Du coup, on est fait pour bosser ensemble. Puisque l'idée, justement, c'est de compléter. C'est ça aussi qui est utile, c'est de pas avoir que des clones, quoi. Ouais, complètement. Ça, je pense que c'est une erreur. Il y a pas mal de startups, quand elles se lancent, veulent faire ou d'entreprises, pas que les startups, mais qui vont chercher un persona à tout prix. On veut que des ingés qui ont telle personnalité, qui ont déjà fait ça. Et au bout d'un moment, tu arrives à une limite sur en fait, tu peux pas tout explorer, tu peux pas explorer toutes les pistes en ayant les gens qui vont penser la même chose. C'est quand même bien de pas être d'accord parfois. On est quand même de nature, moi je suis un latin, on aime bien pouvoir avoir le droit de s'engueuler à table, et pas être d'accord et avancer sur des sujets de fond, quoi. Bien sûr. Alors du coup, toi, la particularité, c'est que tu recrutes à la fois le jeune d'école de commerce et l'ouvrier ou le conducteur de travaux à Brest, et que tu fais cohabiter tout ce monde-là. Ça doit être passionnant. C'est ce que je préfère le plus. Alors, faut pas le dire aux cofondateurs. Je préfère même ça à l'immobilier. Ce que j'aime vraiment chez Mastéos, c'est la diversité des profils qu'on peut avoir. Tu l'as dit. En fait, quand on se réunit,
ce qui arrive assez souvent, on arrive à avoir des rencontres qui sont un peu improbables dans la vie de tous les jours. On voit des gens de milieux sociaux différents, d'envies différentes. On va avoir des chefs de chantier rencontrer des électriciens, des devs, du marketing, des gens qui sont agents IMO. On a une partie créa en interne, donc on a une camérawoman. On a vraiment, on a des graphistes, mais on a des gens qui font du placo, on a des gens qui sont archi. Enfin, la diversité est folle. Et donc on peut pas s'ennuyer dans une discussion parce que ça crée des interactions qui sont particulières et qui ont une saveur pour moi qui est particulière. Et tu as le plaisir de voir tout ce monde-là ensemble une fois par an. Vous faites un séminaire une fois par an. Exactement, on a fait un séminaire l'année dernière qui était honnêtement un des meilleurs séminaires que j'ai fait. J'en ai fait quelques-uns dans la boîte où j'étais précédemment. On partait souvent dans des lieux un peu incroyables. Il y a eu le Maroc, Ibiza, l'Afrique du Sud. Enfin vraiment, c'était le gros séminaire. Mais on était tous les mêmes. On était tous consultants en recrutement. Là, on est parti dans le 91, donc vraiment moins loin que l'Afrique du Sud. C'est pas la première destination à laquelle on pense. Non, on n'y pense pas souvent. Mais c'était génial. N'en déplaise aux habitants du 91. Ouais, mais c'était génial. On parlait donc de ces séminaires où tu avais tout ce monde-là qui discutait. Tu as quelques anecdotes, notamment, je crois, d'outils, les Slack, je sais pas si tu utilises Gmail et autres, quand la culture startup prend en compte la culture chantier, quoi. Ouais, exactement. On a, déjà, on a une diversité d'âge chez Mastéos. On n'est pas la startup où tout le monde a 25 ans. Il y a vraiment tous les âges chez nous. Je crois que la moyenne d'âge, ça doit être 32 ans ou 33 ans. On a, qui reste jeune. Ce qui reste quand même jeune, on reste une start-up, mais quand je suis arrivé, le moyen, je crois, c'était 26 ans. Donc, en grandissant, on est en train de se senioriser aussi. Je me rappelle de pas mal d'anecdotes, mais il y en a une qui m'a pas mal marqué. En fait, faut se dire que aujourd'hui, le monde de la start-up, il est quand même pas accessible à tout le monde, pas à tous les métiers, et avoir des ouvriers qui sont confrontés à devoir se connecter sur Slack pour avoir les informations, à venir au monthly, déjà en anglais. Qu'est-ce que c'est le monthly? Je l'ai eu plein de fois. Ils ont des BSPCE chez nous, donc expliquer les BSPCE parce que c'est un truc auquel ils n'ont pas le droit dans les autres entreprises, et vraiment les accompagner sur toute cette partie-là. Et je me rappelle d'un chef de chantier qui doit avoir 56 ans. Je vais quand même taire son nom. Il s'appelle José, qui au début Slack, il avait pas trop envie d'y aller. Parce que il maîtrisait pas trop, il avait peur de faire des fautes d'orthographe, il avait peur de pas être compris, etc., d'être pas dans la même mouvance que tout le reste de la boîte. Et c'est sa fille qui nous parlait sur Slack. On s'en est rendu compte assez rapidement parce que ça faisait beaucoup de smileys pour un chef de chantier de 56 ans. José m'envoyait des fleurs régulièrement. mais petit à petit, là aujourd'hui, c'est peut-être une des personnes les plus actives sur le Slack général, qui, je pense aujourd'hui, est assez fier de pouvoir montrer son travail aussi sur un canal qui est diffusé à toute l'entreprise. Dès qu'il finit un chantier, il va le prendre en photo, il va prendre les équipes en photo, dire qu'on a réussi à finir un chantier, et c'est trop bien parce qu'il a accès à un retour direct sur son travail, et vraiment que ton travail soit reconnu, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir. Et je pense que maintenant il est addict à Slack, et il est souvent dessus, et ça c'est assez cool. Et il poste sur Instagram, je crois qu'il a un compte TikTok maintenant. Ah ouais, pas mal. José m'a dépassé. Ouais, bravo. Mais le chantier, j'ai vu arriver moi un peu le monde du chantier sur Instagram, notamment je t'en avais parlé avec mon concept habitation, qui montre bien les rénovations qu'ils font, et c'est vrai que c'est un canal aussi d'acquisition. Et de recrutement. Et de recrutement pour la marque employeur. Parce qu'ils ont recruté via Instagram, je me souviens. J'avais travaillé un peu pour eux quand j'étais en cabinet de recrutement, et ils m'avaient doublé avec Instagram. Ah, voilà. Je salue mon ami Prats. Du coup, vous avez des profils différents, des nationalités différentes. Est-ce que vous allez aussi chercher à recruter
d'autres profils. Je crois qu'on avait évoqué votre souhait de faire prendre en considération la fragilité de certains profils, des handicaps. C'est quoi vos démarches là-dessus? Aujourd'hui, moi j'ai une très forte sensibilité sur ce sujet-là. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on développe. Dans un premier temps, c'est vrai que c'était pas le premier sujet auquel on pensait, parce que moi je suis arrivé, on m'a dit Pierre, faut que tu recrutes 300 personnes. D'abord j'ai eu peur. Ensuite, je me suis assis et ensuite on a recruté. Donc c'est ton côté rouge. Okay, je vois. Et en fait, petit à petit, là aujourd'hui, on est vraiment sur des réflexions où on a une entreprise qui est saine, où on a envie de faire profiter un maximum de personnes. On a des conditions qui sont idéales pour pouvoir ouvrir les portes à tout un tas de profils. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir se rapprocher, notamment pour les profils handicapés. On fait beaucoup de télétravail. Ce serait dommage de pas en faire profiter des gens qui sont complètement capables de faire un travail, mais qui ont besoin de le faire à la maison. Donc ça va demander de l'adaptation. Il va falloir que j'en parle un peu plus avec chaque manager et qu'on voit pour qui c'est possible et dans quel contexte c'est possible. Parce que c'est vrai que pour les visites de chantier, c'est un peu compliqué, mais dans la tech, dans le marketing, dans le recrutement, toutes les fonctions de support, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Et ce serait dommage de se priver de très bons profils. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en région, parce qu'on n'a pas envie de se priver des meilleurs profils partout en France. Et partout en France, ça veut aussi dire des gens qui peuvent pas forcément se déplacer ou qui ont des difficultés d'être dans des environnements bruyants. Donc voilà, c'est ça. C'est une vraie piste de découverte. Ouais. Nous aussi, et moi avec ma société Newton Offices, où on a des immeubles de bureaux et des gens qui gèrent les immeubles, et puis le siège aussi, qui avec toutes les fonctions très classiques d'un siège, on a entamé ces démarches, et moi ça m'a fait réaliser que handicap ne veut pas forcément dire fauteuil roulant. Non, pas du tout. C'est pas uniquement des sujets de mobilité, ça peut être des accidents de la vie qui font qu'en effet on peut pas avoir un contexte bruyant autour, on a besoin d'adapter son rythme à la journée, et ça peut se faire avec encore un peu plus de télétravail qu'avant. Ouais, bien sûr. Ça est tout à fait faisable. Nous, on travaille avec Cap Emploi, on travaille avec Comme les autres, qui permettent aussi juste de venir faire des immersions pour découvrir aussi, pour reprendre un pied, reprendre un contact avec la réalité d'une vie active. Je dis pas de la vie active, parce que mais donc je sais pas si vous avez déjà eu le temps aussi en 3 ans d'entamer ces démarches avec ces assos locales, et sachant que d'ailleurs je crois que j'ai un bon local contact à te donner à Brest, mais ah ouais, avec plaisir. Ouais. Et je sais pas où vous en êtes sur ces sujets-là, ou si c'est à venir, puisque vous n'avez que 3 ans. Ouais, non, c'est des sujets à venir. En fait, il y a plusieurs marqueurs. On en avait déjà parlé il y a quelques temps avec l'excellent Clément Bianchi qui est chez nous, qui est aussi très sensible à ces sujets-là et qui connaît des associations qui pourraient nous aider à Marseille pour le coup. Bianchi, ça sonne très le sud, donc c'était forcément à Marseille. Ouais. Qui peut nous accompagner sur cette partie-là. Donc il y a des vraies prises de réflexion, et puis récemment on a fait un partenariat avec les Cafés Joyeux, et c'est une vraie prise de conscience aussi pour moi, parce que il y a une intervenante qui est venue nous présenter un peu les Cafés Joyeux pour installer la machine, etc. Tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, bien sûr. Les Cafés Joyeux, c'est des cafés qui sont des lieux physiques, mais qui vendent aussi des grains de café, qui emploient des personnes avec des handicaps, souvent mental. Moi, je suis allé au Café Joyeux de Rennes, c'est le Café Joyeux historique. C'est très astucieux ce qu'ils ont fait. Donc, il y a des serveurs qui ont un handicap, mais qui sont complètement capables de pouvoir servir. Ils ont juste besoin d'adapter le travail à leur problématique. Et ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils vont mettre, par exemple, un triangle rouge sur ta table. Ils vont préparer le plateau, et sur le plateau, il y aura un triangle rouge. Et le serveur va chercher le triangle rouge sur la table et te donner ta commande. Donc c'est très simple, mais il fallait y penser. Et en fait, c'est ce que je me suis dit, c'est que c'est possible dans un lieu où ça demande d'être. En fait, on n'imagine pas le défi que ça doit être d'imaginer ça, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste lancer le processus, aller faire un deep dive dans les équipes et voir qui sera en capacité de pouvoir adapter son travail à des personnes, et ensuite voir ce qu'on peut mettre en place. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment, ça m'a donné envie
de retourner sur ce sujet-là, parce que j'en avais parlé au tout début de Mastéos quand j'étais arrivé, ça faisait 3 mois quand j'ai commencé à parler de ce, et c'était pas le moment. Et là, je pense que c'est un peu plus le moment. Parfait. Est-ce que vous avez été confronté au sujet de réfugiés sur les chantiers qui arrivent avec en situation légale sur le territoire, que vous pouvez du coup embaucher avec leur savoir-faire? Ouais, complètement. On se prive pas du tout sur ces profils-là. Alors c'est pas une mission qu'on a de faire de l'intégration aujourd'hui, mais c'est pas un critère qu'on a mis en place. Donc on en a dans les équipes, mais comme on a des profils très différents, quoi. Ouais, c'est notre travail sur une charte de l'insertion justement de ces personnes-là. Je trouve ça super. Et puis il y a une initiative que je cite et je félicite, j'en profite, Pierre-Antoine Villanova de la Corsica Linea, qui a mis à dispo un bateau à Marseille pour accueillir 800 Ukrainiens et qui m'a raconté récemment à quel point c'est une expérience humaine incroyable d'avoir accueilli ces familles, essentiellement des femmes avec leurs enfants, mais des femmes avec des savoir-faire qui ont dû quitter du jour au lendemain leur pays, avec quelques formations, avec une administration qui pour le coup c'est vraiment mis en marche pour qu'elle soit très vite régularisée, avec un statut particulier, et que ils embauchent avec quelques métiers d'accueil ou autres assez vite, et donc et ils ont reçu plein de soutien d'autres entreprises qui ont dit on veut vous aider, nous aussi d'ailleurs on va voir comment on peut le faire, et ça rend les histoires encore plus belles du coup dans le recrutement. Non, je suis. De toute façon, le recrutement, c'est que des aventures humaines et on l'est tous, donc ce serait dommage de pouvoir se priver d'aventures encore plus intenses. Moi, c'est un schéma que je connais plutôt bien. Je suis arrivé en France en 2000. J'ai quitté une dictature du jour au lendemain aussi. Pas pour les mêmes raisons. C'était pas une guerre, mais c'était. Moi, je viens du Zimbabwe. Pour ceux qui connaissent le Zimbabwe, il y avait un dictateur qui s'appelle Robert Mugabe, qui était au pouvoir depuis. J'ai l'impression de dire 100 ans. Ouais. Il est resté au pouvoir jusqu'à ses 93 ans quand même, et qui voulait plus de blancs dans son pays. Et il se trouve que mon papa est français, et du coup on a dû partir. Incroyable. Ouais. Donc je suis assez sensible à ce sujet-là. Voilà, c'est des sujets de fond qu'on va devoir traiter. On a pas mal de défis à prendre en même temps, mais c'est pas des trucs qu'on néglige. Non, mais moi, j'en parle pas souvent, mais moi, je suis à moitié arménien, tu vois, donc je connais ce genre d'histoire. Oui, je disais que moi aussi, je suis arménien du côté de ma mère, donc ça ne se voit pas dans mon nom de famille, mais je suis familier avec ces histoires un peu je comprends. Mouvementées. Ouais. On a du coup fait un bon tour sur le côté social, sociétal, sur l'aspect environnemental, on l'avait abordé tout à l'heure, c'est comme moi je suis dans l'immobilier, on sait que c'est beaucoup de matériaux, de matières, de meubles, de verre, etc. que l'on utilise. C'est quoi les démarches du coup pour faire bien? Alors pour faire bien, déjà, on a décidé de faire que de la rénovation de l'ancien. On pourrait très bien faire de la promotion immobilière et construire des immeubles. Aujourd'hui, c'est pas le projet. Aujourd'hui, on veut prendre l'ancien et on veut l'améliorer, on veut le rendre plus viable. Et déjà là-dessus, c'est un travail, on se rend pas compte, mais la différence entre rénover un bien et construire un bien en termes d'environnement, c'est énorme. Donc, on incite aussi des gens à pouvoir, qui veulent investir, à investir dans l'ancien et pas dans le neuf. Ouais. À côté de ça, on a des projets dont on ne parle pas parce que l'idée, c'est pas de faire l'entreprise verte, parce qu'aujourd'hui, notre engagement, il a un but social, mais on n'est pas non plus une entreprise qui travaillons activement pour la planète. On a des engagements forts pour y contribuer, mais c'est pas ce qu'on fait au quotidien. Par contre, on a des actions qui vont limiter l'impact qu'on peut avoir. Je pense au fait qu'on plante un arbre pour tous les mètres carrés qu'on rénove, qu'on ait changé de peinture qu'on utilisait sur les chantiers parce qu'on a trouvé qu'on a vu après un audit de Monsieur RSE chez nous amener que c'était une peinture qui était nocive pour la planète et qu'il y en avait peut-être des meilleures à utiliser.
Il y a pas mal d'actions comme ça qui sont mises en place pour justement pouvoir limiter l'impact. Et ensuite, à chaque fois qu'on va proposer un bien, on va aussi proposer de changer des éléments qui sont un peu vétustes pour justement avoir une meilleure performance énergétique, et une durabilité qui est plus longue. Le ballon d'eau chaude, les radiateurs, les fenêtres, c'est des choses qui ont un impact direct sur le DPE du bien. Et donc ça permet d'avoir un bien aussi qui peut être loué pendant plus longtemps, parce qu'aujourd'hui on le sait, on va bientôt plus pouvoir louer les biens qui sont en dessous d'une certaine note dans le DPE. Donc on a la chance de pouvoir avoir des actions qui sont à la fois économiques et écologiques. Et on sait aussi que derrière, on va avoir des locataires qui vont moins dépenser pour chauffer leurs biens. C'est quand même bien de pas vivre dans une passoire thermique. Aujourd'hui, j'ai plus de plafond chez moi, j'ai froid. Eh oui, à cause des frelons. Non, tout à fait. Puis là, on avait vu qu'avec le surcoût de l'énergie, ça a été assez vite senti que soit on avait vite envie de faire des travaux quand on a les moyens, soit qu'en revanche, malheureusement, certains ont froid. Ouais, et puis quand on fait un prêt immobilier, c'est quand même le meilleur moment de faire travailler l'argent des banques et d'aller chercher les euros en plus pour pouvoir rénover les biens, quoi. Il y a quelques aides aussi aux rénovations énergétiques. Bien sûr, RGE. Aujourd'hui, on est en train d'essayer d'avoir le titre RGE pour pouvoir accompagner justement nos clients sur une rénovation énergétique qui soit aussi aidée par l'État. Très bien. Et sinon, on a aussi des partenaires qui peuvent le faire. Enfin, il y a d'autres moyens d'aller chercher des aides sur ces parties-là. Parfait. Pour une entreprise qui n'est pas verte, vous faites déjà pas mal de choses, du coup. Okay. On essaye au maximum, mais c'est pas notre axe de communication principal. Ouais, c'est pas forcément le but. Non, c'est pas du tout le but. Ouais. Du coup, vous avez à peu près les mêmes profils un peu partout sur le territoire. Ne serait-ce que pour ce sujet de l'ameublement, par exemple. Comment vous faites ces Slack pour partager ces bonnes pratiques pour pas réinventer la roue à chaque fois? Non, ouais, alors il y a beaucoup Slack qui est vraiment très pratique pour pouvoir. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une messagerie interne. Ouais, c'est une messagerie interne. C'est une sorte de gros WhatsApp pour entreprise, quoi. Exactement. Avec d'autres fonctionnalités, mais en gros, c'est ça. Globalement, c'est une messagerie interne. Aussi, on essaie d'avoir des rituels en interne. Je vais parler de l'équipe que je connais le mieux, l'équipe recrutement. En fait, on va avoir des rituels dans la semaine qui vont permettre de faire passer les informations, le savoir, éviter les erreurs et justement globaliser le savoir sur tout ça. Et pour les métiers qui justement sont au niveau local, il y a un directeur qui est régional, donc il va réunir plusieurs villes, qui lui va créer des rituels dans les régions. Et justement pour faire passer le savoir d'une région à l'autre, il suffit d'avoir 3 directeurs pour pouvoir faire passer le savoir. Donc ça passe par des visios, ça passe par peut-être se rencontrer une fois par mois, parce que par exemple l'équipe tech se déplace une fois par mois dans une ville pour pouvoir se réunir. C'est aussi bien de se voir en vrai, de pouvoir autour d'un café parler de chaque problématique qu'on peut avoir. Et les directeurs se déplacent aussi beaucoup en région pour aller voir les villes, les city managers, les équipes sur place, comprendre leurs problématiques, créer de l'empathie entre les équipes, ce qui est un facteur de succès et qu'on sous-estime énormément. De se rendre compte du quotidien de quelqu'un d'autre, ça aide à prendre les meilleures décisions derrière et à l'aider à mieux faire son travail in fine. Bien sûr. Donc ouais, on a pas mal de choses qui sont mises en place pour ça. Et moi qui connais bien Marseille, entre autres, mais comme ville, mais il y a des problèmes de rénovation justement des centres-villes, puisque pendant longtemps on a plutôt préféré construire du nouveau et les savoir-faire se sont perdus. Est-ce que vous arrivez à recréer des savoir-faire, à la redévelopper pour être capable justement de rénover ce qui est à Marseille le fameux immeuble 3 fenêtres, et de les envoyer à Lille s'ils ont besoin spécifique, technique. Ça c'est la chance qu'on a quand on a des experts qui sont au niveau local. Quand tu as un conducteur de travaux qui a fait des travaux pendant 10 ans à Marseille, il connaît les spécificités des immeubles, il sait ce qu'il faut aller regarder, il sait qu'il aille dans le sous-sol, vérifier que tout va bien, il sait que il y a des problématiques qui sont différentes que celles... Nous, on sait que maintenant, aujourd'hui, que c'est pas du tout pareil de rénover à Lille ou à Marseille, c'est pas du tout les mêmes matériaux, la tomette, il y a
peu de problèmes de toiture à Marseille, alors qu'à Lille, il y en a beaucoup, et en même temps, il pleut vachement plus à Lille. Donc, on a besoin d'avoir une expertise locale qui soit forte pour accompagner les projets et avoir un projet qui soit le mieux fait possible. Et ensuite, derrière, on va avoir des équipes internes au niveau local qui sont des équipes les plus flexibles, c'est-à-dire c'est des ouvriers qui travaillent pour nous et qui sont capables d'intervenir sur des problématiques spécifiques. Donc on a du savoir-faire en interne, et si on l'a pas, on va le chercher en externe. Parce que nos conducteurs de travaux, puisque ça fait longtemps qu'ils font des travaux à Marseille, ils ont aussi un réseau. Et on va utiliser ces réseaux-là aussi parfois si on a une problématique qu'on rencontre très peu. Parce qu'il y a aussi une question qui est assez simple, c'est est-ce que ça vaut le coup d'avoir un charpentier quand tu fais des appartements en interne? La réponse est souvent non, parce que tu vas avoir très peu de charpente à faire. Mais par contre, quand il y en a, tu vas chercher une solution externe et tu vas trouver des partenaires de qualité sur ces problématiques-là. Très clair. Très clair. Bravo pour tout ça. Si on en vient maintenant un peu à toi, on comprend un peu ton parcours, mais question habituelle dans Extramuros, qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas? Est-ce que c'est du sport? Qu'est-ce que tu fais pour trouver ton équilibre? Ouais. Là, en ce moment, je ne m'arrête jamais de travailler parce que je rénove ma maison. Voilà, tu chasses les frelons. Je chasse les frelons. Pourquoi pas? Ouais, en ce moment, j'ai fait la plus grosse bêtise qu'un Parisien peut faire. J'ai acheté une maison avec beaucoup de jardin. J'ai 7000 mètres carrés de pelouse. Ah oui. Et en fait, je dois l'entretenir. Donc c'est déjà faut acheter des moutons. Il faut acheter des moutons. C'est moutons d'Ouessant. On va choper des moutons bretons. J'ai aussi un petit chien qui me prend beaucoup de temps, donc je vais marcher avec mon chien. Non, je suis parti de Paris parce que j'avais besoin de respirer. Et je suis parti à la campagne, proche de la mer, pour pouvoir déjà voir plus loin qu'un immeuble. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu loin. On se rend pas souvent compte quand on habite en ville, mais moi, j'ai l'impression d'ouvrir les yeux pour la première fois à chaque fois que je rentre à la campagne. Donc c'est ça qui m'apporte vraiment du bonheur, quoi. Ça et ma femme, évidemment, c'est que sinon elle va m'engueuler si elle entend ça. Non, mais je suis obligé. T'as quand même parlé du chien avant elle. Je veux pas. Mais je crois que j'aime plus. Ouais. Bon, on va arrêter là parce que après je vais me faire engueuler. C'est une pente. Pour ton bien, on va arrêter là du coup. Merci. Merci beaucoup Pierre pour ce beau témoignage. C'était super. Merci beaucoup. Merci.